Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Lucas n'avait que 3 ans quand sa mère l'a poussé sous la voiture. Les fantômes ne sont pas censés vieillir. Tout le monde sait ça. Ils restent figés à l'âge exact où la mort les accueillit, condamnés à errer pour l'éternité dans le corps qu'ils avaient en rendant leur dernier souffle. Mais pas Lucas. Il avait 3 ans quand la voiture l'a fauché. Ce n'était pas une mort propre, pas un simple arrêt du cœur suivi d'un dernier soupir paisible. Le pare-choc l'accueillit en pleine course, l'a propulsé dans les airs comme un jouet cassé, et son petit corps a atterri 15 mètres plus loin dans un angle que la colonne vertébrale humaine n'est jamais censée prendre. Le bitume s'est teinté de rouge sous lui. Un de ses souliers minuscules, orné d'une petite tortue en plastique, a volé jusque dans le caniveau, où il est resté abandonné pendant des semaines, personne n'osant le ramasser. Il se tenait sur le trottoir, sa petite main potelée serrée dans celle de sa mère, quand un moineau s'est posé sur la route, à quelques mètres. Il a lâché la main de Martine pour courir vers l'oiseau en riant. Ce rire cristallin et innocent des tout-petits qui ne savent pas encore que le monde peut mordre. Il est mort une seconde plus tard, écrasé, brisé, son petit visage tourné vers le ciel dans une expression de surprise figée qui ne s'effacerait jamais. Martine, disait-on, était restée debout sur ce même trottoir pendant des heures après l'accident, les bras couverts du sang de son fils, incapable de parler, incapable de pleurer, le regard fixé sur la flaque sombre qui s'étendait lentement sur l'asphalte. Elle se souvenait à peine de la couleur de la voiture. Un choc, disaient les médecins. Un traumatisme si violent que l'esprit se referme sur lui-même comme une plaie qui cicatrise mal. Personne n'a jamais été traduit en justice. Lucas était leur unique enfant, et son absence a creusé dans cette maison un vide que rien n'a jamais comblé. Voilà comment se raconte l'histoire dans le quartier à voix basse, entre voisins qui se surveillent les uns les autres par-dessus leur clôture. Martine et Marc, son mari, le père de Lucas, n'ont jamais eu d'autre enfant. Ils continuent à vivre ensemble dans la même maison, silencieux, comme deux ombres qui se croisent dans les couloirs sans jamais vraiment se voir. Et Lucas gambadait toujours dans la rue, tantôt sur son tricycle rouge, ses petites jambes pédalant dans une énergie que la mort n'avait pas éteinte, tantôt tapant dans un ballon rouge à l'effigie de Scooby-Doo, le faisant rebondir contre le trottoir avec un bruit sourd et mouillé qui ne ressemblait pas tout à fait à celui d'un ballon en caoutchouc normal. Tout le monde savait qu'il était là. On l'apercevait du coin de l'œil, une silhouette floue au bord de la route, ou parfois nette, trop nette, comme découpée dans la lumière de l'après-midi. Mais que faire ? Le fantôme de Lucas semblait inoffensif. Il voulait juste rester proche de sa maison, de ses parents. Il n'entrait jamais à l'intérieur, comme si quelque chose, dans les murs de cette maison, lui interdisait le passage. Il restait dehors, sous la pluie, sous la neige, son petit corps ne frissonnant jamais, ses cheveux jamais mouillés, son rire jamais entamé par le froid. Ce n'est qu'au bout de quelques années que les gens ont commencé à remarquer que Lucas vieillissait. Marie et quelques autres voisins ont tenté d'en parler à Martine, mais celle-ci les regardait avec des yeux vides, laiteux presque, comme si elle avait du mal à comprendre de qui il parlait. C'était comme si le nom Lucas n'évoquait plus rien en elle, sinon une vague sensation de malaise qu'elle refusait d'examiner de trop près. Les enfants du quartier ont fini par éviter la rue devant la maison de Martine et Marc. Ce n'était pas exactement la peur du fantôme de Lucas qui le repoussait. Après tout, il souriait toujours, gentiment, presque tendrement. Non, c'était autre chose. C'était l'enfant qui grandissait.
dont le corps s'étirait de façon grotesque sur son tricycle bien trop petit. Les genoux remontaient jusqu'aux oreilles, les articulations craquant avec un bruit sec et humide à chaque coup de pédale, comme des os qui se ressoudaient de travers. Lorsque Lucas eut atteint l'âge de 10 ans, c'était devenu un spectacle familier, pourtant profondément dérangeant dans cette rue. Un enfant à la peau étrangement grise, sous la lumière du soleil, pédalant furieusement sur un tricycle bien trop petit pour lui, son visage figé dans une expression enfantine que son corps avait depuis longtemps dépassée. On racontait qu'un livreur, un jour, l'avait vu de trop près, qu'il avait remarqué la manière dont la peau de Lucas semblait se fendre légèrement au niveau des articulations à mesure qu'il grandissait, comme un fruit trop mûr qui craque sous sa propre pression, laissant entrevoir quelque chose de sombre et humide en dessous avant de se refermer. Le livreur n'a plus jamais repris cette tournée. Martine et Marc, eux, ne faisaient toujours rien. C'est Marie, bien sûr, qui a fini par en parler ouvertement lors d'une réunion de quartier, sa voix tremblant d'une colère qu'elle avait longtemps contenue. « Il faut faire quelque chose. Ce garçon, enfin ce fantôme est inoffensif pour l'instant, mais il grandit presque chaque jour. Comment est-ce possible ? Un jour quelqu'un va être blessé ou pire encore. » Les autres l'ont regardé, contrariés, polis, mal à l'aise, échangeant des regards en coin. Et comme toujours, rien n'a été fait. On préférait détourner les yeux, fermer les rideaux, changer de trottoir même. Il est plus facile d'ignorer l'horreur que de la nommer. D'autres années ont passé, lentes et lourdes comme un cauchemar qui refuse de se terminer. Martine et Marc ont vieilli d'une façon presque choquante, presque obscène. À peine 35 ans, ils en paraissaient 50. Leur peau se creusant de rides profondes, leurs cheveux blanchissant par mèches entières du jour au lendemain. Comme si quelque chose leur pompait la vie lentement, méthodiquement, année après année. Ils avaient pratiquement coupé les ponts avec leur famille. Personne ne leur rendait plus visite. Les rideaux de leur maison restaient fermés jour et nuit. Et les rares fois où quelqu'un apercevait Martine par la fenêtre de la cuisine, son visage semblait aussi vide et gris que du papier mâché détrempé. Et Lucas, lui, devenait un homme. Un jeune homme d'une beauté étrange et féroce, à la chevelure sombre et brillante, au sourire trop large, trop blanc, qui pédalait toujours sur son tricycle d'enfant. Désormais totalement disloqué sous son poids, les roues tordues, grinçant comme un animal blessé à chaque tour, chassant les moineaux sur le tronçon de route où il était mort. Les automobilistes qui ne connaissaient pas l'histoire freinaient brusquement en le voyant surgir devant leur pare-brise, le cœur battant, sûr d'avoir renversé quelqu'un. Ils sortaient en courant, terrifiés, la bouche sèche. Et ils ne voyaient rien. Rien qu'une rue vide, silencieuse, et parfois, disaient certains, une odeur fugace de sang chaud et de caoutchouc brûlé qui s'évaporait aussitôt. C'était le jour de son 18e anniversaire. Martine se tenait sur le trottoir, exactement à l'endroit où elle s'était tenue tant d'années auparavant, les bras nus malgré le froid, comme figée dans une reconstitution macabre du jour de la mort de son fils. L'un des enfants de Marie, devenu adulte à présent, mais qui se souvenait de chaque été passé à éviter cette rue, est sorti de chez lui et s'est approché de Martine en silence. Ensemble, ils ont regardé Lucas taper dans son ballon Scooby-Doo, désormais crevé et déformé, taché de quelque chose qui n'était plus vraiment de la peinture rouge. C'était un grand jeune homme maigre, presque squelettique sous ses vêtements d'enfant devenus bien trop petits, les coutures déchirées, la peau visible entre les lambeaux de tissu, marbrée de veines sombres qui pulsaient faiblement sous la surface, comme si quelque chose à l'intérieur de lui cherchait encore à s'échapper. Il les ignorait.
concentré sur son jeu, son ballon rebondissant contre le trottoir avec ce bruit mouillé, écœurant, comme de la chair frappant du bois. Le fils de Marie s'est tourné vers Martine, la voix tremblante mais déterminée. Je t'ai vu, ce jour-là. Je n'étais qu'un gamin, mais je m'en souviens. Je t'ai vu le pousser, et c'était la voiture de son père. Martine a sursauté, un frisson la traversant de la tête aux pieds. Mais quelque part, au fond d'elle, une part depuis longtemps engourdie semblait presque soulagée. Elle attendait ce moment depuis des années, celui où quelqu'un dirait enfin la vérité à voix haute, où les mots qu'elle n'avait jamais pu prononcer seraient enfin formulés par quelqu'un d'autre. C'est alors que Lucas s'est arrêté de taper dans le ballon. Il a tourné la tête vers sa mère, lentement, avec une fluidité qui n'avait rien d'humain, comme si son cou pivotait sur un axe légèrement décalé de la normale. Le feu brûlait dans ses yeux, littéralement, semblait-il. Il y avait une lueur orange et tremblotant au fond de ses pupilles, et la lumière du soleil couchant donnait l'impression que ses cheveux s'embrasaient, chaque mèche noire léchée par des flammes silencieuses qui ne consumaient rien. Lucas souriait. Ce même sourire féroce et innocent de bambin, terriblement déplacé, presque grotesque, et tiré de travers sur le visage d'un jeune homme trop maigre, avec des dents un peu trop nombreuses, un peu trop pointues, visibles entre des lèvres gercées et pâles. Martine a secoué la tête, les larmes commençant enfin, après tant d'années, à couler sur son visage ridé. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas être mère. Je détestais chaque seconde de cette vie. Le manque de sommeil, les cris, le sentiment d'avoir perdu qui j'étais. Je voulais retrouver ma propre vie. Et Marc aussi le voulait. On en avait parlé, on voulait juste un instant de silence. Sa voix s'est brisée en un sanglot rauque, presque animal. Lucas a tendu la main vers elle. Ses doigts étaient trop longs, les articulations noueuses, et couvertes d'une fine pellicule de peau tendue à craquer. Comme si les doigts avaient grandi indépendamment du reste, année après chaque année, sans jamais vraiment se stabiliser. Martine s'est avancée comme hypnotisée, comme si 15 ans d'attente et de culpabilité venaient enfin de trouver leur conclusion inévitable. Elle a posé un pied sur la route. Le grincement soudain des freins a déchiré l'air, suivi immédiatement de son cri, un cri long et aigu, qui a semblé se prolonger bien plus longtemps que ce que des poumons humains auraient pu permettre, avant de se transformer en un gargouillis humide et de s'éteindre brusquement. Cette fois, Marc ne s'est pas enfui. Il est descendu de sa voiture lentement, presque en transe, et a marché jusqu'au corps disloqué de sa femme, étendu sur l'asphalte dans un angle que la colonne vertébrale humaine n'est jamais censée prendre. Un filet de sang sombre s'est coulé dessous elle, s'infiltrant lentement dans les fissures du bitume. Exactement à l'endroit, remarquerait-on plus tard avec un frisson, où le sang de Lucas avait coulé 15 ans plus tôt, jour pour jour. Marc n'a rien dit. Il s'est simplement agenouillé dans la flaque grandissante, silencieux, le regard vide, ses mains tremblantes flottant au-dessus du corps, sans jamais oser le toucher. Comme s'il craignait que le moindre contact ne confirme ce qu'il venait de faire, ce qui venait de se produire. Lucas, lui, était introuvable. Le tricycle rouge gisait renversé sur le trottoir, une roue tournant encore lentement dans le silence retombé de la rue. Le ballon Scooby-Doo avait roulé jusque dans le caniveau, exactement là où des années plus tôt, une petite chaussure ornée d'une tortue en plastique avait fini par pourrir, oubliée de tous. On ne l'a plus jamais revue. Mais certains habitants du quartier, encore aujourd'hui, jurent qu'à la tombée de la nuit,
On peut entendre quelque part au loin le grincement rythmé et fatigué d'un tricycle roulant sur l'asphalte, accompagné d'un rire d'enfant qui semble beaucoup trop vieux pour la voix qui le porte.